Bonjour et bienvenue sur le 11e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante, qu'est-ce qu'un passeur d'âme ? Notre âme, c'est cette partie subtile à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est amenée à se dissocier de notre corps lors de notre mort. Et scientifiquement, il a d'ailleurs été prouvé que notre âme a un poids bien particulier. Souvent, on peut même se demander ce qu'elle devient, où elle va, comment est-ce qu'elle se transforme lors de notre mort. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu révéler les informations que Nicolai, passeur d'âme, a accepté de nous dévoiler par rapport à ce sujet. Est-ce que ce métier justement de passeur d'âme est la même chose qu'un passeur de lumière ? On va voir un petit peu au travers de son parcours comment cette capacité elle se développe. Et on va se poser aussi la question de savoir si c'est donné à tout le monde ou pas. Donc réellement, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme ? Qu'est-ce que l'âme ? Quel est le but de l'âme ? On va un petit peu répondre à ces questions de manière détaillée. Donc c'est parti. C'est parti pour la première question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'un passeur d'âme ? Donc il y a plusieurs sortes de passeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont passeurs en fait sans vraiment le savoir. Le but c'est de faire passer une personne d'un état à un autre, comme par exemple les sages-femmes. On peut dire que ce sont des passeuses d'âme. Ça représente en tout cas la grande famille des passeurs. Nicolas, lui, il nous a confié que justement il avait la particularité de travailler avec les défunts. Il les fait passer en fait d'un plan de conscience à un autre, dans lesquels les âmes continuent à évoluer. On peut se demander qu'est-ce qu'une entité ? Donc une entité, elle peut avoir plusieurs dénominations. On peut penser notamment à de la pollution énergétique qui se greffe sur nous, à une énergie stagnante aussi dans une maison. Vous savez, parfois on est dans une maison, on sent, ou un appartement même, et il y a certaines pièces qui sont un peu plus froides que d'autres, un peu plus obscures. Là on peut parler un petit peu d'énergie stagnante. Notamment dans certains angles des maisons, des pièces, il peut y avoir une énergie qui augmente avec le temps. Ça inclut tout ce qui peut être négatif dans une maison, par exemple l'énervement, le stress, les disputes, les conflits. C'est surtout dans un endroit où on passe pas souvent et que l'on ne pense pas forcément à dynamiser avec de la musique ou des choses comme des bols tibétains, etc. C'est Nicolai qui m'expliquait quand on a fait l'entretien, que vous pouvez retrouver sur YouTube. L'interview a beaucoup plu, vous pouvez aller la voir. L'idée du bol tibétain, c'est vraiment de transformer une énergie stagnante en quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus sain, en fait. Ça défragmente l'énergie pour la remettre en circulation, un petit peu comme quand on va faire des exercices de yoga. L'énergie qui stagne à l'intérieur de nous, sclérosée par nos émotions vives, comme des émotions un petit peu noires, ça va remettre tout ça en circulation. Donc comme le corps humain, il ressent la lourdeur, l'angoisse, l'oppression, on peut comparer un peu ça à un sac d'énergie négative. Alors maintenant on va voir comment cette capacité se manifeste-t-elle. Lui par exemple, il nous expliquait que tout petit il voyait des défunts. Donc il voyait les personnes décédées, il y avait beaucoup de manifestations. Par exemple des meubles, des objets qui se déplaçaient. Et petit à petit en fait il a appris qui il était. Il a appris un petit peu à se différencier de ce qu'il voyait. Et il expliquait qu'à son époque, en fait, il pouvait pas en parler facilement, ce qui était d'ailleurs le cas pour ses propres parents. Donc il est passé par une phase où il se demandait vraiment s'il était normal ou pas. Il a fait des recherches, il est passé par plusieurs étapes de connexion avec lui-même pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc il s'est adressé à la religion, à l'ésotérisme pour comprendre un peu plus en profondeur ce qui se passait.
Mais il disait pas, il gardait en fait pour lui ce qu'il voyait. Il y a eu des événements assez violents qui se sont manifestés à lui. Mais il explique qu'une entité, elle est rarement agressive en fait. C'est surtout une interprétation et aussi une énergie qui va se mettre en fonction de nous, nos propres failles en fait. Peut-être que s'il y a une entité qui se greffe sur nous, sur notre corps émotionnel, on va la traduire en fait en agressivité parce que nous-mêmes on a cette problématique d'agressivité, mais c'est pas forcément l'entité elle-même qui est agressive. Donc il racontait cette histoire quand il habitait à Saubrigue. Il vivait dans une maison qui était à côté d'un cimetière. Il dit justement qu'il n'y avait pas de hasard par rapport à ça. Il y avait eu un meurtre dans cette maison, mais il s'y sentait vraiment bien. Et avant d'arriver, il y avait un chemin dans lequel il voyait tout le temps un petit enfant habillé en rouge et qui se tenait le visage dans les mains. Donc un petit enfant un peu désespéré, quoi. Et c'était un trajet qui était assez pesant, triste. Il se disait, rends-toi utile, essaye de le faire passer de l'autre côté. Et en fait, il savait pas comment faire. Donc il était un peu bloqué. Il y avait tellement de chagrin dans ce petit garçon qu'il se disait vraiment qu'il fallait qu'il intervienne. Et donc il a contacté des auteurs de livres, etc., afin d'avoir des informations, mais il se disait finalement, j'ai pas besoin peut-être de ces conseils-là, j'ai juste besoin d'écouter mon corps en fait. Donc il a effectué tout un travail sur ce petit garçon qu'il ne voyait plus au fur et à mesure, et en fait on lui a confirmé que ce petit garçon avait été porté disparu il y a de nombreuses années auparavant. Et donc, effectivement, il était bloqué dans cette dimension-là. Et avec ses prières, avec ce qu'il a mis en place, Nikolai a réussi à l'aider. Donc ça m'amène à la question suivante, comment reconnaître une entité ? Eh bien, il semble que c'est assez variable. De ce que nous a dit Nikolai, ça peut être complètement évanescent ou fuyant. En tout cas, sur l'autoroute, lui, il les voit, mais uniquement en blanc, et il n'a pas de réponse particulière à nous apporter à ça. En tout cas, il y a systématiquement une chute de température, donc c'est ce qu'on peut ressentir par exemple dans les lieux. Parfois, on sent qu'il y a plus de froid alors que pourtant il fait chaud à l'extérieur. C'est des énergies en fait qui sont un peu sclérosées. Une atmosphère glaciale. Donc c'est une vibration différente de la nôtre, de notre espace vital, de notre dimension humaine. En fait, ça vibre à des vitesses différentes et donc c'est pareil pour les entités, elles vont vibrer à une vitesse différente. Donc même si on ne les perçoit pas en images, si on est à l'écoute de notre corps, énergétiquement, on va ressentir, il y aura une réaction physique si des entités sont dans une aura. Une aura, c'est, vous savez, autour de notre corps physique, donc notre corps qui est palpable, on a une source d'énergie qui entoure notre corps. Et cette aura, plus elle est grande et plus on a une énergie saine et pure et qui circule, et plus elle est petite, et plus les entités pourront se mettre dans notre aura. Donc même si on les perçoit pas en images, en fait, ces entités, on peut juste les ressentir. Mais ça dépend vraiment de nos ressentis personnels. Donc on peut passer à côté d'une personne et sentir nos poils se hérisser, ça c'est totalement possible. Et étant donné qu'une aura peut rayonner jusqu'à 5 mètres de ce qu'il nous disait, alors ça c'est assez impressionnant, ça peut contrarier notre corps énergétique avec une réaction physique si des entités sont dans une aura. Voilà, le corps physique ressent absolument tout, et quand on est vraiment connecté à lui, on sent en fait ce qui va nous déstabiliser. D'ailleurs, si on était vraiment plus connecté, Nikolai nous disait qu'on percevrait beaucoup plus de choses. Donc, pour continuer un petit peu sur ce sujet, le 4e point, c'est qu'une entité, elle utilise de l'énergie pour rester dans cette dimension terrestre. Parce qu'en fait, elle-même ne peut pas subsister si elle ne s'accroche pas à notre énergie à nous. Sachant que le corps humain, lui, il est composé d'eau et d'électricité, et de matière sèche, donc les eaux. L'eau et l'électricité, elles ne meurent pas, tout ça c'est de l'énergie qui se transforme, et quand l'entité, en fait, elle est évanescente, on peut imaginer que cette électricité active des particules de vapeur, et donc l'énergie doit récupérer cette puissance énergétique pour se manifester. En fonction de l'ancienneté et de l'expérience du défunt, celui-ci ne choisit pas la même façon de communiquer. Ça peut être plus ou moins virulent, mais ça c'est aussi en lien avec les blessures que nous on a en fait.
Donc ils peuvent apparaître sous forme de vapeur, physiquement ou bien au travers d'objets. Si on a eu des problèmes électriques à la maison, c'est jamais vraiment anodin en fait. Si c'est au travers d'un poste radio, il faut aller veiller à écouter ce qui passe à ce moment-là en fait à la radio. Parce que ça peut avoir des symboliques, des messages qui sont passés pour nous. Donc c'est lorsqu'on s'y attend pas et qu'on fait aucune action. Par exemple, la télé qui s'allume alors qu'on est occupé à autre chose et qu'on n'est pas du tout concentré là-dessus, ça pourra être la symbolique d'une entité qui veut rentrer en communication peut-être avec nous. C'est pas forcément malveillant en fait, hein, ça c'est quelque chose qu'on croit, parce qu'on a vu les films comme L'Exorcisme, etc. Mais ça peut être aussi très bienveillant et juste le message d'un de nos défunts qui a envie de nous dire qu'il est là. Par contre, quand on a une entité sur nous, elle va pomper notre énergie parce qu'elle a besoin de rester dans cette dimension. Donc on peut être très très fatigué, très irritable ou en colère ou juste triste. Voilà, c'est bien faire attention à ces états qui sont changeants en fait. Ça c'est très très important. Le 5e point, c'est donc comment les entités choisissent-elles la manière de communiquer. Donc en fait, ça, il nous expliquait qu'une entité va essayer de faire réagir l'interlocuteur de la manière qu'elle peut utiliser quoi. Donc elles sont pas forcément conscientes de leurs états et du fait qu'elles sont décédées. Pour elles sont encore dans cette dimension et elles essayent juste de faire réagir la personne qu'elles ont en face tout simplement. Ça peut avoir été une mort violente, une maladie avec un refus de partir, un attachement à un lieu ou à une personne. Voilà, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, l'âme elle peut être maintenue dans cette dimension simplement par le fait d'y penser en permanence, etc., d'avoir une obsession autour de ça, ce qui est normal, hein. En fait, elles n'ont pas forcément envie de blesser ni de faire du mal. Parfois, les entités, elles nous squattent parce qu'elles pensent nous protéger. Est-ce qu'elles... Donc, le point suivant, c'est peuvent-elles être dangereuses pour nous, pour les vivants ? En fait, là où c'est dangereux, c'est quand on a, justement, je vous parlais de cette aura qui est un peu réduite, quand on a un champ énergétique qui est affaibli, c'est dangereux pour nous dans le sens où si on a trop d'entités, ou même si on a une seule entité pendant des années, elle va tellement nous pomper d'énergie que ça va nous déstabiliser, et donc ça va créer des blocages, des pathologies, des maladies plus ou moins difficiles. Donc on peut être complètement épuisé, si on est tout le temps fatigué le matin en se réveillant, c'est pas anodin, si on n'arrive pas à sortir du lit, mais suite surtout à un événement quoi. C'est quand c'est assez brutal que c'est bon de se poser les questions. Ça peut nous couper en fait du monde social, ça peut nous plonger dans la dépression et dans tout type de blocage. Ça peut toucher notre émotionnel et nous rendre malades en fait. Dans la mesure où on est mal énergétiquement, le corps va l'exprimer comme il le peut. Et ce n'est pas forcément de la faute des entités parce qu'elles le font sans le vouloir. C'est plutôt à nous d'être connectés avec notre corps et de remarquer si on a des changements énergétiques importants. Donc on interprète les entités un peu comme étant agressives en fonction de notre propre peur, culture, croyance. Mais parfois il y a vraiment une urgence de faire passer une entité de l'autre côté entre guillemets. On peut prendre ça comme une agression mais c'est plutôt de la panique que nous on va ressentir face à ça. L'idée c'est juste de se libérer et d'écouter vraiment notre corps. Donc comment se comporter avec une entité, il faut savoir qu'il y a énormément d'empathie et d'amour à avoir parce que c'est pas si facile que ça pour elle. Si on se met dans un endroit où on ne maîtrise rien, où on voit tout mais personne ne nous voit et on peut plus rien faire, on est contraint de faire des choses de l'ordre de la survie. C'est un peu pareil pour les entités, elles vont faire en sorte de survivre et donc d'utiliser notre énergie pour subsister. Donc ce qu'elles vivent en fait c'est vraiment difficile aussi. Par contre, voilà, lui, ce qu'il conseille, c'est de pas rentrer directement en communication avec les entités parce que pour protéger la personne émotionnellement qui peut être sous une entité. Dans les lieux très chargés, en général, on peut prendre des photos et il disait qu'il y a souvent des appareils qui se coupent. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé dans des lieux comme, par exemple, il me semble que c'était à Syracuse. Il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'y étais allée et c'est une ville très 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 chargée et j'avais plus d'appareil photo qui fonctionnait. Voilà par rapport à ça.
Donc on sait que les émotions et les énergies sont liées. Donc travailler à remonter nos énergies en permanence et purifier nos différents corps, c'est vraiment essentiel. On n'est pas vraiment responsable de tout, hein. Notre sensibilité, elle nous permet de capter ces énergies-là, mais voilà, le but c'est de ne pas être soumis à ça. Il y a certaines souffrances qui attirent les entités, qui ont les mêmes blessures, et ça développe une forme d'hypersensibilité à ça. Je sais que ça c'est quelque chose qui est très important, mais moi qui vous parle pas mal d'acné, je sais que souvent quand on a des énergies, des émotions très fortes, on peut attirer les entités et ça peut nous développer des grosses poussées d'acné. Parce que notre corps en fait est affaibli et pour se protéger il va créer de l'acné. Enfin, donc on va terminer sur ce podcast par la question suivante, comment savoir si nous sommes passeurs d'âme ? Les passeurs d'âme peuvent voir les entités ou bien les entendre, donc on peut les voir sans entrer en communication avec elles. Si nous pouvons justement communiquer avec elles, nous avons la tâche de faire le lien entre le monde du vivant et des morts. Donc il y a plusieurs types de passeurs d'âme, c'est bon de savoir à quel type en fait de passeurs d'âme on appartient. Ça peut faire appel à un passé douloureux, des blessures, souvent c'est des transferts que nous faisons, en pouvant parfois se victimiser alors que ça n'a absolument rien à voir avec nous. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que personne n'a la même réalité alors que nous vivons tous sur la même terre. Si une entité, elle communique de la même manière avec deux personnes différentes, l'interprétation sera différente en fonction de nos filtres à nous. Donc tout passe au travers de notre propre filtre et de nos propres expériences. L'idée, c'est vraiment de garder son libre arbitre. Essayez toujours d'être un esprit neuf en voie d'exploration pour nous permettre d'être distants émotionnellement et intellectuellement avec tout ce qui nous entoure. Ça revient un petit peu à remettre tout en question. Tout se passe au niveau de notre propre filtre et de notre propre expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de garder son libre arbitre en permanence. On est en voie d'exploration, d'expérimentation. Donc l'idée, c'est de ne pas suivre les peurs, mais plutôt de suivre l'amour. Donc cet article, ce podcast touche à sa fin. Je tiens vraiment à remercier Nicolai qui a répondu à nos questions. Vous pouvez de toute façon retrouver les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com. Je vous invite à vous inscrire vraiment à la newsletter. Vous avez un guide sur notamment les clés pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et pouvoir décrypter les mots, les différents mots qui viennent à vous. Je souhaite vraiment, moi, ouvrir la parole afin que chacun se sente libre de communiquer. Donc je vous invite vraiment à m'envoyer votre témoignage par rapport à ce que vous pensez de ce podcast ou même par rapport à des problématiques que vous rencontrez à l'adresse suivante, juliabouchinet, donc tout attaché, @yahoo.fr. Parlez-moi de vous, de votre histoire, de ce que vous traversez ou ce dont vous souhaitez vous détacher. Et eh bien je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vidéo YouTube associée qui a été tournée avec Nicolai, dans laquelle vous aurez plus d'éléments et de réponses à votre disposition. Mon compte YouTube, c'est Julia Bouchinet, donc allez-y, laissez-moi un commentaire du coup pour m'indiquer votre visite, c'est vraiment important. Notez toujours 5 étoiles sur cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu, ça permet vraiment d'encourager mon travail. Et si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez me connecter et me contacter surtout par mail sur l'adresse qui est dans le contact de mon blog. Allez-y, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode.